et superbe, avec des courtines parfaitement conservées. Enfin, très bien. Voilà, alors il a travaillé dans l'Est également, hein, Vauban, hein, puisque comme jeune ingénieur en 1667, il a participé au siège de Montmédy. Alors, c'est une face un petit peu méconnue du personnage, mais en 1661, on lui a ordonné, et il a coordonné la démolition des fortifications de Nancy. Parce qu'après la guerre de 30 ans, la Lorraine a retrouvé son indépendance à une condition, c'était une volonté de Richelieu et de Mazarin, après par la suite, de démolir tous les châteaux et toutes les fortifications autour des villes, ce qui permettait, le cas échéant, en cas de problème, de venir réoccuper la Lorraine. Donc il va superviser la démolition des fortifications de Nancy. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous allez à Nancy, il ne vous reste plus que les ponts. Tout le reste a disparu. Voilà, dans l'Est, il va travailler à Sarre-Louis, donc qui est aujourd'hui en Allemagne. Il va travailler à Salzbourg, on va en parler dans quelques instants. Bitsch, Hambourg, en Sarre, Bouillon, Longwy, Luxembourg, Mont-Royal, Namur. Donc, là, on est, vous voyez, au centre de la Belgique, au moment où la France maîtrisait une partie de la Belgique, Marseille, Verdun, Toul, qui vont être pratiquement les derniers travaux de Vauban. Voilà. Bon, traité de Vincennes, on en dit un mot, c'est le moment où les duchés de Lorraine sont coupés en deux avec ce qu'on appelle la fameuse route de France qu'on a vue tout à l'heure. Donc, cette route, hein, donc, 1648, les trois évêchés deviennent français définitivement, l'Alsace devient française. Louis XIV va imposer une route qui passe par chez nous, par le Saulnois, pour rejoindre l'Alsace. Marsal va représenter une cité idéale pour y baser des troupes, pratiquement à égale distance entre l'Alsace et la France. Vous voyez? Donc, des raisons géopolitiques. Puisque la ville de Marsal avait été prise en 1663 et Vauban avait écrit plusieurs lettres à Louvois et à Colbert en disant cette cité ne mérite pas du tout d'être refortifiée dans la mesure où il y avait déjà les fortifications des ducs de Lorraine. Et après, on va changer d'avis parce que c'est lié à cette route de France. Et c'est la raison pour laquelle on va, à cette même période, fortifier Salzbourg, qui va devenir le verrou français face au duché de Lorraine. Là, la porte de France de Salzbourg, qui est encore en très bon état. Et puis donc, il va participer également à l'élaboration des plans pour fortifier Thionville. Les travaux ne seront réalisés que par un de ses successeurs assez lointain, puisque ça n'a même pas été son élève, qui s'appelait Cormontaigne. Cormontaigne, il est connu, parce qu'il y a un lycée Cormontaigne à Thionville, il y a un lycée. Et puis, voilà, Louis Cormontaigne. Voilà, et les derniers travaux à Toul, oui, ici la porte de Metz, donc, qui donne vers Metz. Vous avez régulièrement des portes de France, hein, des portes qui sont associées à des raisons politiques. Voilà, et donc la reprise des fortifications ducales de Marseille, puisque la situation géopolitique a changé. Je pense que l'attaque n'est pas tout à fait juste, hein, il a dû commencer vers 1690. Voilà. Mais Marseille a été fortifiée vraiment à l'économie, en réutilisant au maximum à la fois les matériaux et le plan des fortifications ducales. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu Marseille, au sud de Marseille, il y a encore une partie des fortifications qui sont relativement bien conservées, et qui sont en briques. Et cette partie en briques correspond aux fortifications de Charles III et Henri II. Donc il n'a fait qu'améliorer le système défensif et qui donne un heptagone totalement irrégulier. Voilà, porte de France qui sera terminée seulement en 1774, hein, puisqu'à l'époque,
les travaux, ça n'allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Alors, c'était un homme méthodique, hein, et on va retrouver dans les archives, et surtout au château de Bazoches, hein, donc des plans, des milliers de plans, des documents d'archives. Alors, c'est des documents qui concernent le génie civil, les appels d'offres, l'exploitation des carrières, les devis, les soumissions, les statistiques, etc. Et il en profite à chaque fois pour faire des annotations, en faisant des conseils d'aménagement agricole, forestier, on y reviendra un petit peu plus longuement tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que certains historiens le considèrent comme un ingénieur avant d'être un militaire. Pour moi, il était les deux, hein. Mais c'était surtout un grand observateur et un sociologue. Vous voyez, ces plans reliefs, si un jour vous allez à Lille, je vous conseille d'aller visiter le musée des plans reliefs qui ont été transférés du musée qui était aux Invalides à Paris. Et c'est Pierre Mauroy, quand il était Premier ministre, qui a transféré tout ça à Lille. Il a ouvert un musée magnifique. Alors ces plans, ils sont faits à l'échelle. Et tous ces bâtiments-là, ce sont des éléments de bois, hein, dans lesquels il y a une finesse inouïe. Vous retrouvez même les fenêtres, les aménagements paysagers. Et ça permettait aux ingénieurs de Vauban, puisqu'évidemment ils travaillaient avec une foule d'ingénieurs pendant les saisons d'hiver au château de Bazoches, hein, il réintégrait son château à la fin de la saison, ça permettait de faire éventuellement des corrections sur plan et après de les adapter sur le terrain. Vraiment, vous voyez le plan relief de Toul qui est également magnifique. Hein. Vous voyez le détail, hein, le détail des arbres, vraiment exceptionnel. Voilà le plan relief de Marsanne qui a été modifié par la suite parce que ce plan relief, dont on a une photo au musée du Cerf, date de 1848. Ça veut dire que les ingénieurs qui ont, du moins les défenseurs qui ont succédé à Vauban, se sont servis des plans reliefs pour les modifier. Et là, on voit 1848, voilà une caserne qui n'existe pas du temps de Vauban. Seuls les 4 relais de ça date de Louis Philippe. Le fort d'Harcourt. Voilà, fort d'Harcourt. Fort d'Harcourt, fort d'Orléans, plus le casernement et l'arsenal. Il existe un plan relief également à Lille, non? Non, celui-là, il est aux Invalides. Il n'a pas été transféré, celui de Marsal. Celui de Marsal est aux Invalides. Oui. Et ici, ce que je vois, c'est une photo de ce plan. Oui, oui. C'est une reproduction. Non, c'est une photo. Oui, mais ça, Marsal, je peux voir. Ah oui, non, à Marsal, vous ne verrez qu'une photo. Ah oui. Ah, oui. Non, malheureusement. Voilà. Alors, pour terminer sur son travail d'ingénieur de fortification, il a travaillé également à l'extérieur du frontière, hein. On va voir ça, à Namur, qui est une magnifique cité. Moi, j'ai visité, c'est superbe. Hein. C'est au confluent de la Sambre et de la Meuse. Très très bien conservé également, hein, avec les courtines, les souterrains, les poudrières, tout est en parfait état. Il a travaillé à Luxembourg, la citadelle de Luxembourg, hein, pendant 5 ans, entre 1684 et 1689. Et puis il a travaillé la ville la plus septentrionale, c'est au sud des Pays-Bas, à Bergen-op-Zoom, qui a été une cité française très peu de temps, hein, jusqu'au traité du Traité du jour. Bergen-op-Zoom, donc à une trentaine de kilomètres au nord d'Anvers. Et on va retrouver des plans élaborés par Vauban qui vont être réalisés par un ingénieur qui s'appelle Jacques Levasseur de Néret. C'est des plans de Québec. C'est encore de la main de Vauban. Voilà, donc c'est une œuvre immense. Hein. Environ 180 villes il est passé. Donc vous imaginez pendant 35 ans, hein, donc les allées et venues d'une ville à l'autre, le Tour de France régulier, surveiller les chantiers, animer les équipes d'ingénieurs, etc., etc. Donc vraiment un travailleur
avec une œuvre immense. Alors, le roi, qui avait une confiance absolue en lui, va se servir de lui et de ses travaux pour assurer sa propagande. Et à l'époque, il n'y avait pas de presse, mais il y avait des tableaux. Vous voyez que Van der Meulen, par exemple, et Charles Lebrun, le peintre officiel de la cour, et Van der Meulen, qui est un peintre flamand, vont mémoriser des batailles dans lesquelles on voit toujours Louis XIV sur un cheval blanc, même si sur le plan historique, ce sont des faux. Et puis, même La Fontaine, qui va écrire une petite poésie en l'honneur de la prise de Marseille. Vous voyez, donc tout le monde s'y met. Bon, il faut dire aussi que c'est le grand siècle, y compris les tapisseries. Et donc avec une des tapisseries des Gobelins, plusieurs, l'effigie de Marseille, où on voit Louis XIV en 1663 qui se fait remettre les clés de la ville. C'est un faux. Louis XIV n'est jamais venu à Marseille. On l'a appris à l'occasion du colloque en 2007. Un chercheur luxembourgeois qui a travaillé sur justement les tapisseries des Gobelins et toute l'histoire concernant cette partie de communication de Louis XIV, et il nous a dit que c'était un faux. Voilà, alors il terminera maréchal de France en 1703. Donc il a bien mérité ses galons en 1703. Il lui reste 4 ans à vivre et il va être écarté de toutes ses fonctions. Voilà, 1706, il n'est plus aux manettes, mais les travaux qu'il a commandés vont être terminés à Dunkerque en 1706. Lui, il est en retraite forcée. Et voilà donc la France en 1704, donc au moment où Louis XIV, Vauban quitte le pouvoir, quitte ses fonctions. Qu'est-ce qui s'est passé en un siècle? On a pratiquement les frontières du Nord qu'on connaît actuellement. Il reste cette petite enclave de la Lorraine qui est condamnée à mort et qui, 60 ans plus tard, va devenir française, à la mort de Stanislas. On a récupéré toute la Franche-Comté, une partie du Midi, et il reste Nice et la Savoie, qui deviendra française au moment de Napoléon III, après Solferino. Donc vous voyez qu'il a bien travaillé quand même. Donc les frontières naturelles, qu'on appelle le précaré, est pratiquement assuré. Voilà. Pardon. Oui. Qui se concite par rapport à toutes les guerres de Louis XIV, qui se concite l'efficacité du système Vauban. Le système Vauban, on disait, il y a une maxime qui disait que toute ville fortifiée par Vauban était une cité imprenable, et toute ville assiégée par Vauban était une ville prise. Alors, à ma connaissance, je ne connais pas beaucoup qui ont été pris. Je pense qu'on a acquis les frontières à peu près naturelles, qui nous avaient dessinées. Quelques ouvrages civils. Alors voilà un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre. Il a été réalisé par Vauban, c'est l'aqueduc de Maintenon, qui n'avait évidemment pas un objet de défense, mais qui était une manière d'amener l'eau au jardin de Versailles. Ça a été critiqué au travers des courriers de Vauban, qui a envoyé des missives, des courriers à Colbert à Vauban en disant mais vous délirez, vous dépensez énormément d'argent, il n'y a plus d'argent dans les caisses du royaume, etc. L'aqueduc de Maintenon. Voilà. Il va reprendre les travaux de Riquet, donc le canal du Midi, qui avait beaucoup plus d'intérêt que l'aqueduc de Maintenon, puisqu'il reliait à l'époque la Méditerranée à la Gironde. Il va terminer notamment avec cet ouvrage sur le canal du Maintenon. Riquet étant mort en 1680. Il va assurer la fin des travaux. Et donc, de 1704 à 1706, il va réintégrer son château. Voilà le château de Bazoches. Et voilà le bureau de Vauban où il travaillait avec une foule d'ingénieurs, de maquettistes, de dessinateurs, d'architectes, etc., etc. Donc il était propriétaire de ce château, très attaché à Bazoches,
Ce château se visite chaque année aux Journées du patrimoine. Voilà, le prêtre de Vauban. Il a laissé très peu de descendance, puisqu'il n'a eu que 2 filles, et dont une ne s'est pas mariée, et l'autre, on n'a pas d'éléments par rapport à sa descendance. Il y a eu quelques enfants illégitimes dont on parlera. Ah oui, parce qu'il a quand même beaucoup circulé. Les filles de Marcel étaient belles à l'époque. Déjà. Voilà. Et alors, les hommages, après avoir nommé chevalier de l'ordre du Saint-Esprit en 1705, donc il l'a déjà révoqué, mais il le nomme quand même chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Pourquoi il le révoque? Alors, on va en parler là. Le roi, à l'annonce de sa mort, prononcera ces mots: je perds un homme fort affectionné à ma personne et à l'État. Grand serviteur. C'était le moins qu'on puisse faire pour lui. Alors, selon sa volonté, il sera inhumé à Bazoches. Il ne veut absolument pas du tout de funérailles nationales, etc. C'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout les honneurs. Et il sera inhumé à Bazoches le 30 mars 1707. Il était mort à Paris quelques jours auparavant. Voilà le petit cimetière dans lequel il a été inhumé à côté de l'église. En 1808, Napoléon, qui vouait vraiment une reconnaissance et une admiration totale au personnage, va faire transférer ses cendres donc aux Invalides en 1808. Et puis, 1869, le neveu de Napoléon en fait autant, donc par décret impérial, il va débaptiser le village qui s'appelait Saint-Léger en Foucheray, qui va devenir Saint-Léger-Vauban, qui s'appelle toujours Saint-Léger-Vauban. Voilà, petit village de Saint-Léger, avec la statue de Vauban, et puis un beau petit musée que je vous conseille d'aller visiter, j'y suis allé, très intéressant, où notamment on communique beaucoup sur la deuxième partie du personnage dont on va parler. Donc ça va aller assez vite. Ça sera assez rapide. Tu pourrais revenir la photo juste avant, s'il te plaît, Oui, pour voir la statue. Saint-Léger-Vauban. D'accord. Non, parce que il semble que ces statues sur 27 étaient marquées Vauban à Besançon. Ah oui, ben, il y a Il eu me une erreur. semble, en voyant le piédestal, que ça Oui, serait oui. plutôt ces. Voilà. Alors, je ne sais pas, C'est les Besançon. je sais pas à quelle époque elle a été fondue cette. Voilà la maison Vauban. Il marque là pour tout ça, Mais vous avez une petite association de bénévoles qui gère ces musées et je suis régulièrement en correspondance avec eux. Quand ils ont un événement, ils nous envoient. Ils organisent également des conférences autour du personnage et des colloques. Voilà, alors deuxième partie, l'homme engagé, ça va aller assez vite. Mais cette facette du personnage, je ne la connaissais pas du tout, j'avoue. Et c'est extrêmement intéressant de rentrer dans le raisonnement intellectuel de cet homme. Voilà, l'observateur, tout gémit dans le royaume. Alors il ne cesse de dire ça tout au long de ses lettres. Il envoie à Colbert, il envoie, vous dépensez trop, tout gémit dans le royaume, il faut vraiment faire quelque chose. Le tolérant, alors ça c'est une phrase qu'il va prononcer à l'occasion de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Il a compris que c'est l'appauvrissement de la France. Il a compris. Les rois sont bien maîtres de leur sujet, mais jamais de leurs opinions. Et là on est, et sans remettre en cause fondamentalement le pouvoir du roi. Mais il pense déjà à la monarchie constitutionnelle et ce qu'on appelle l'habeas corpus, le droit de l'opinion en Angleterre. Visionnaire, humaniste, et le penseur. Donc on va essayer de décliner tout ça. Il a écrit beaucoup. 3 ouvrages qu'il faut connaître. Un qui est absolument délicieux, qui a été publié par Michel Virol, s'appelle Les Oisivetés. Alors les Oisivetés, il considère que quand il voyage, il ne travaille pas. Il travaille que quand il arrive dans la ville, où il va donner ses ordres, etc. Et comme il a fait des milliers et des milliers de kilomètres, eh ben, il va écrire. Il va consigner tout ce qui lui passe par la tête.
deuxième ouvrage, il va écrire un recueil de maximes. Alors, j'en ai trié quelques-unes qui sont assez intéressantes. Et puis le troisième ouvrage qu'il va écrire, et qui va être à la base de sa révocation, c'est la réforme fiscale. Déjà. Alors, ce qui est curieux, c'est que les historiens ont beaucoup étudié cette phase de projet de ligne royale, qui s'est faite en accord avec Louis XIV, qui avait compris qu'il fallait changer les choses, mais c'est sur pression de la noblesse du clergé que les choses ne se sont pas faites. Et là, il y a eu une pression terrible vis-à-vis du roi pour qu'il soit destitué. Et Louis XIV a été assez lâche pour le révoquer. Voilà. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que la gloire? La véritable gloire ne vole pas comme les papillons, elle ne s'acquiert que par des actions réelles et solides. Elle est toute généreuse, prudente, hardie dans ses entreprises, ferme dans ses résolutions, intrépide dans ses actions périlleuses, charitable, désintéressée, toujours prête à pardonner et à prendre le parti de la justice. Donc, vraiment un homme de droit. Et vous voyez, et il ajoute, pensez d'un homme qui n'avait pas grand-chose à faire. Et imaginez aujourd'hui, en principe, quand on est fonctionnaire et qu'on voyage d'une ville à l'autre, on est dans son temps de travail. À l'époque, ce n'était pas le cas. Voilà. Donc, voyageur, sociologue, il écrit, dessine, imagine, propose. Il va inventer une méthode de recensement de la population. Il crée l'imprimé de façon à obtenir les mêmes critères d'information pour tous. Voilà. Il élabore même des recettes de cuisine. Donc, pendant qu'il voyage, ses oisivetés. Pourquoi des recettes de cuisine? Parce qu'il considère qu'un soldat qui est bien nourri, il se bat beaucoup mieux qu'un soldat qui a le ventre plein. Donc, vraiment un homme de bon sens, un homme de terrain. Et il publie un traité sur la cochonaille qui est absolument délicieux, et la gestion des forêts. Gestion des forêts qui est vraiment un secteur qui l'intéresse beaucoup, puisqu'il est né dans les forêts avec son père. Donc, il remarque que les forêts françaises sont d'une richesse inouïe, avec des variétés, des essences très intéressantes, et qu'il faut apprendre à les gérer. Le traité sur la cochonaille, c'est autre chose. En réalité, il va faire des calculs de prospective, donc des calculs mathématiques, en essayant d'estimer le nombre de cochons qui pourraient être nés en France si on donnait une truie à chaque paysan. Et il dit, au bout de 10 ans, avec le taux de multiplication des cochons, eh bien tout le monde aurait à manger, et les cochons, c'est très intéressant comme un animal, parce que ça ne mange que les déchets. Donc il dit, mais il n'y a aucune raison qu'il y ait des famines dans un pays comme la France. Hein, il suffit simplement de mettre un petit peu de moyens où il faut. Tu as copié ça pour le campus. Non, mais c'est là qu'on voit le bon sens du personnage. Hein. C'est pas une espèce de rêveur qui sort de la cour. Tout à l'heure, il y avait une maxime que tu as passée sur la vie des enfants que les rois. C'est 3 ou 4 trucs avant. Avant Vas-y. Là, c'était la Michel Louvain, voilà. Quand on expose d'honnêtes gens se faire tuer autant que je le fais, on doit du moins leur rendre un témoignage de leur mérite et de leur bon cœur. Ah oui, c'est un homme de cœur. Hein. Oui, oui. Ah oui. Voilà. Alors, les physiocrates, bon, la pensée physiocrate, vous savez, c'est la pensée libérale du XVIIIe siècle qui considère qu'il y a la richesse de la terre, qui est primordiale, le secteur primaire, et puis qu'à partir du moment où vous avez des paysans qui ont de l'argent, une économie primaire qui marche bien, le secondaire, le tertiaire vont fonctionner. Donc il a influencé des économistes comme Quesnay, Gournay, Turgot, qu'on va retrouver sous Louis XV un petit peu plus tard. Alors, avec comme principe, donc, despotisme éclairé, c'est-à-dire qu'on ne remet pas du tout en cause l'autorité du roi, mais on évolue vers le despotisme éclairé, une liberté économique, donc on laisse faire l'économie, et surtout une répartition équitable des richesses. Voilà. Mais c'est encore tout à fait d'actualité. Sauf que ça ne s'est jamais fait. Et là, on est encore en présence d'un homme de bon sens. Il y a des choses qui se sont... Alors oui, ça c'est une lettre qui est vraiment exceptionnelle. Je ne vais pas la lire complètement, mais il fait une lettre à Louvois. Parce qu'à la fin, donc là on est en 1683.
1783. Les caisses du royaume sont pratiquement vides, enfin sont régulièrement vides, et Louvois l'oblige à prendre toujours parmi les entreprises qui vont soumissionner sur les travaux, systématiquement la moins-disant, hein, comme on le fait aujourd'hui. Et lui, il répond, il dit, attention, je veux bien prendre le moins-disant en condition qu'il y ait un bon rapport qualité-prix, sinon on va faire 2 fois les travaux. Encore du bon sens. Comme maintenant. Alors, ce type de lettres, vous en avez des milliers, hein, qui ont été fouillées par les archivistes, par les historiens. Il y en avait beaucoup au musée de la Voilà. Liberté d'opinion politique et religieuse, égalité devant l'impôt, et toujours le souci des finances publiques. Le traité, donc, de la cochonaille, hein, sur l'élevage du porc. Je dis, voilà, ça ne coûterait pas cher au royaume. Hein, chaque paysan va lui donner une truie, il y aura un verra par village, et voilà, un cochon, le rapport, ça fait combien? C'est ce qu'on faisait avec un taureau pour le village. Voilà. Donc, Voilà, comme ils donnent des poules maintenant. C'est pour éviter les ordures. Hein. C'est intelligent. Voilà. Alors, quelques maximes. Hein. Donc, il va écrire aussi des maximes hein, sur les choses de la vie. Et là, vous avez on va en énumérer quelques-unes. Mais les maximes et les oisivetés, c'est 3880 pages, je crois. Oui, 3650 pages. Et donc, dans cet ouvrage des oisivetés, on va retrouver des chapitres. Et dans les chapitres, donc, le premier, l'agriculture, le commerce, l'économie, les transports, les canaux, l'administration. Les forêts, la santé, l'armée, la fiscalité, la démographie. Il étudie même les colonies du Canada, puisque c'est le moment, hein, à partir de 13, hein, même un peu avant, on va s'engager dans l'aventure du Canada. Et il écrit déjà le rêve de la paix en Europe entre les États chrétiens, très chrétiens. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'à l'époque, l'islam est à Vienne. L'Empire ottoman arrive à Vienne et à Prague, hein, il n'est pas loin. Donc lui, il veut une coalition pour créer des États fédérés qui tournent autour de la société chrétienne. Donc la paix. Donc les oisivetés ont été publiées en 1997 par Michel Virol, qui est venu à Lille. Alors, voilà quelques formulaires de statistiques. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, et les maximes. Le troisième ouvrage. Pardon? C'était presque un fichier Excel. Oui, voilà. Alors les maximes, j'en ai trié quelques-unes là, que je trouve superbes. Alors, un ministre qui n'a que l'étendue de l'esprit est beaucoup trop petit pour régner. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir les compétences, il faut avoir le cœur et le bon sens. Voilà ce que ça veut dire. Le cœur et le bon sens. Alors là, ça c'est une attaque directement pour Louis XIV. Implicite, quiconque voudra faire bâtir doit premièrement se proposer de faire la cage pour l'oiseau. Autrement dit, il ne faut pas... Hein, ça c'est un rapport à Versailles qui dépense des millions. Voilà, comme ça. Il dit, mais quand on n'a pas les moyens, eh ben, on dépense pas. Et puis alors, là, j'ai trouvé ça magnifique. Le premier de tous les biens est la santé. Bon, ça, tout le monde est d'accord. Le deuxième, le pain cuit. Le troisième, la liberté. Le quatrième, de bons amis. Le cinquième, femme à son gré. Tous les autres ne sont que chimériques. Hein? La fortune m'a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France, mais en récompense, elle m'a honoré d'un cœur sincère, si exempt de toutes sortes de friponneries, donc de turpitude, qu'il n'en peut même soutenir l'imagination sans horreur. Donc le ciel lui a donné un bon cœur. On aurait pu en citer des centaines et des centaines. Et la tolérance religieuse, donc ça va être... Alors, curieusement, cet ouvrage va être autorisé à la publication, hein,